Naturellement, parmi les militaires, il y a toujours des prédicaleuses, comme on dit. Il y en a qui commettent des bavures, comme ça existe dans toute famille. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de parler toujours de notre armée comme nous aimons le faire, de façon négative. Ce sont des gens qui méritent notre admiration, qui méritent considération. Ils sont là, mais ils n'ont pas toujours le moyen de faire la guerre. Ce n'est pas de leur faute. Un militaire, c'est un être humain, il doit manger. Il doit prendre du pain le matin. Sinon, vous l'envoyez au front, comment il va faire? Il appartient au gouvernement de mettre le moyen conséquent à la disposition de l'armée. Vous ne pouvez pas attendre d'une armée une prouesse militaire et en même temps ne pas lui donner le moyen de son action. Le deuxième front, c'est le nombre. Le pays est en guerre et priorité doit être cette région de Béni-Boutembo où il y a des massacres et des morts chaque jour. On devrait plutôt augmenter le nombre de militaires de ce côté et en même temps mettre à leur disposition des moyens conséquents. Toujours sous le volet militaire, la MONUSCO doit se remettre en question. La MONUSCO, c'est la communauté internationale. Ce serait une erreur de notre part, et je l'ai dit à la population de Béni et aussi à Boutembo, nous commettrions une erreur en jetant dehors la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Si nous jetons la communauté internationale dehors, quelle image nous donnerions de notre pays et surtout de Béni-Boutembo? Parce que c'est cette même communauté internationale que nous suspectons d'être derrière le plan de balkanisation. Vous jetez cette communauté dehors, vous précipitez la mise en application de ces plans. Donc nous devons rester prudents. Ceci dit, la MONUSCO doit se corriger. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays, patrouillent un peu la journée et la nuit, ils se barricadent dans leur base, pendant qu'on égorge les populations à côté. Ça, c'est inacceptable. Nous avons eu le temps d'en parler avec les autorités de la MONUSCO, notamment le commandant, le général commandant, et aussi le responsable sur place à Béni. Je crois qu'eux-mêmes sont conscients de cette situation. Il y a des choses à corriger de la part de la MONUSCO, de la part de l'armée, tout comme aussi de la part de la population, qui généralise le manquement de la part de la MONUSCO ou de la part de l'armée. Nous devons savoir discerner qu'est-ce qui se fait de bien à encourager et qu'est-ce qui se fait de mal à corriger. Mais évitons la généralisation, évitons de jeter tout le monde dans l'eau sale. Et comme on dit, jeter le bébé avec l'eau sale. Malgré ces tableaux sombres, malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national, partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations. J'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale.
Personne n'en parle. Personne n'en parle. On est sidéré. Mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment le drame qui est en train de se jouer à l'est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et sœurs qui sont à l'est. C'est leur problème. Nous ici, on se marie, on fait la fête, généralement on célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Tout en exhortant le peuple victime, surtout nos frères et sœurs de l'Est, tout en les exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je vous confie tous à l'intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, le Congo. Et je vous remercie. Plus sérieux dans l'analyse, nous avons aussi constaté dans les axes que vous ouvrez pour améliorer la situation, cette note d'espérance qui caractérise votre constat et votre analyse. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase d'échange et je laisse M. Hugues Kibaou faire la modération de cette phase, cette deuxième phase de notre conférence de presse. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Mesdames et messieurs de la presse, nous procéderons par questions et daignez bien vous présenter et présenter l'organe de presse. Son Éminence répondra aux questions singulièrement, question par question. Il est disposé à répondre à toutes les questions de la presse. Rassurez-vous. Oui. Allez-y. Les recommandations que vous formulez en endroit des dirigeants du pays, mais aussi aux acteurs politiques qui sont souvent aussi cités à ces graves. Merci. Contenu dans ma communication, je suis allé à l'Est à cause de la gravité de la situation et la détresse de notre peuple. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas un politicien. Et le rôle du pasteur, c'est être à côté de ce brebis qui souffre. Pourquoi cette période? C'est la fin de l'année, je suis allé entre Noël et bonne année, c'est la période où tout être humain peut prétendre passer un moment de bonheur et de joie. C'est un droit. Mais ces peuples étaient complètement privés de ce moment de bonheur. Moi, j'avais estimé qu'en tant que pasteur, ma place était à côté de ce peuple qui souffre. Et je peux vous assurer que ma présence, rien que ma présence, a été un réconfort que vous ne pouvez pas imaginer pour ce peuple. Que ce soit la population, que ce soit l'armée, la police et la MONUSCO. Tous. Ça a été un moment de bonheur. Et je crois que pour moi, je suis dans ma mission de pasteur. Les recommandations, je les ai données conformément aux axes que je viens de décrire. Merci. Merci. Je suis Rigan Luka Yanyando François. La plupart des gens m'appellent TV5. Je suis étudiant à l'UPEN. Je suis le chargé de la logistique du mouvement qu'on appelle Miss RDC, Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC. Avant en fait, j'ai deux petites questions, mais au-delà de ces deux petites questions, j'ai des propositions de notre mouvement. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre à ce que je vous les montre. Allez-y par les questions. Les services s'occuperont de votre désirata. Les questions sont Là, je pose la question, mais quelques personnes peuvent m'aider à ouvrir ce message de proposition. Commencez par les questions. Les services s'occuperont pour récupérer votre message. Merci. Ma première question est que le mouvement des indignés depuis Belgrade dénonce cette infiltration des Rwandais dans notre armée. L'exemple est clair, c'est par rapport au général Bosco Ntaganda qui est à la CPI, qui était général de la République démocratique du Congo, mais là-bas, il s'est déclaré rwandais. Alors,
vous, en tant que père de la nation, père de l'Église catholique, qu'est-ce que vous pouvez faire comme lobbying auprès du gouvernement pour mettre hors d'état de nuire toutes les autorités rwandophones se trouvant dans notre armée? Et ma deuxième question, c'est que la population est en train d'être massacrée chaque jour. Et vous venez de signifier très bien que la MONUSCO est en train de favoriser cette balkanisation dans ce pays. Et pourquoi nous devons garder cette MONUSCO au lieu de demander une force internationale neutre d'un seul pays pour pouvoir sécuriser la zone est de la RDC? Au-delà de ça, j'avais des propositions. Merci. Avec moi, je vais Comment mettre fin à cet état de choses, c'est-à-dire l'infiltration de notre armée? Il faut faire très attention lorsque vous traitez de cette question. Nous devons éviter la généralisation. Il y a de populations congolaises qui sont d'origine rwandaise. Il est tout à fait normal que dans l'armée, vous trouverez aussi des militaires d'expression rwandophone. Et ils sont des Congolais. Il ne s'agit pas de pointer au sein de l'armée ou au sein de la population tout individu d'expression rwandaise pour dire « va-t'en ». Nous tomberons dans ce qu'on appelle la xénophobie. Et là, ça se retournera contre nous. Le problème, c'est la distinction entre les Congolais d'expression rwandaise qui sont au Congo depuis longtemps et qui sont des Congolais. Comment les distinguer des autres qu'on est en train de déverser au Congo d'aujourd'hui? Pour cela, il faut un État organisé. Il faut un contrôle à la frontière du pays. Les malheurs à l'Est, c'est que nos frontières sont poreuses. Donc on peut entrer et sortir comme on veut parce que la frontière est artificielle. On ne sait pas où se trouve exactement la frontière dans nos brousse. Donc le grand problème pour nous, c'est de renforcer les fonctions régaliennes pour pouvoir protéger nos frontières à l'Est et éviter qu'il y ait de nouveaux venus qui soient déversés chez nous. Mais ne tombons pas dans cette, ces risques de considérer tout quiconque d'expression rwandophone comme étranger. Ça aussi, ce serait une grosse erreur. En parlant de la MONUSCO, moi je n'ai pas dit que la MONUSCO est en train de favoriser la balkanisation du pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la MONUSCO a une mauvaise perception à l'Est parce que sa première mission, qui consiste à protéger la population civile, cette mission n'est pas complètement assumée. Autrement, comment comprendre qu'on vienne égorger, tuer froidement à côté des installations de la MONUSCO? Donc c'est une faillite dans l'accomplissement de sa mission qui doit tout simplement corriger. Merci. Oui, la prochaine question. Petite question. La première, c'est avoir une position et à son éminence, une proposition, une déclaration, il y a Adolphe Mozito pour la guerre contre Rwanda. Pour que l'histoire de la côté à ouest, côté pour la guerre des alliés, les oiseaux plus familles coloniaux. Deuxièmement, la population, qui va remplacer. Est-ce qu'il y a absence justement de l'autorité de l'État ici Kawana Oyo Kima? Et puis troisième question, Ezali, rôle de l'Église, parce qu'on a constaté pour le troisième mandat, l'Église s'est mobilisée qui avait la marche, chaque jeudi, et les Congolais milliers et des milliers
eleki même motango ya bato bakufa na bagénocide ya Rwanda mais lelo biso na Congo bazali kolobela yango te. L'église catholique azo proposé to azali kokanisa nini mpona kosensibiliser population. Merci. Ma proposition biso baso toyokaki awa ya Adolphe Muzito alobaki te akendeki mpe Beni mpe liboso te akende kuna alobaki te mpona kosilisa mpasi ya bandeko babiso bazwami kuna Congo akende Itupa na Rwanda a annexé Rwanda ekoma eteni ya Congo. D'un côté, nakoki koloba te likambo Muzito alobi ezali presque sentiment ya bana Congo baso soko yoki pasi bandeko bazali koyoka kuna na est moi tentation ya kokanisa lokola Muzito ezali au moins vérité ezali na likambo alobi mais en même temps nalingi mpe kokebisa bana Congo liboso te okende Itupa na moto lokola Yesu Kristo alobaki fanda nano pe otala mwango ozali na yango eloko nini bipunde ozali na yango mpona kokende Itupa na contexte ya biso ya lelo soko tokie Itupa contre Rwanda tozali na chance soki moke te tobanda nano kotia molongo tobanda nano kobongisa armée ya biso lokola na lobiawa topesa moyen na armée mpona kosala mosala soko tolingi kobongisa armée te proposition ya ndenge wana ezali risque monene mpe mpona biso ezali risque ezali malamu Merci. Comportement ya bayi politique na mboka ya biso ezali kopesa impression que bango surtout classe politique bazali kopesa kilo mingi na likambo ezali koleka kuna na SPP mpe koswana entre bango awa kowelaka bokonzi mosolo bongo na bongo nzokande kuna na este ekolo ya biso ezali na likama. Église catholique. Église catholique ezali biso. Mosala na biso lokola na lobaka mbala na mbala tozali lokola sinzili. Église catholique. Oteya baimboka ezali lokola sentinelle sinzili. Mosala ya sinzili ezali nde kokengela. Soki munguna azali musika, soki mwa likama lizali sinzili ya kobeta mbonga pote bato balamuka munguna azali koya yango nde tozali kosala lelo mosala nazali kosala lelo yango wana mosala ya profeta mosala ya sinzili mpona kokebisa bato mpona kolamusa balimboka bayeba te ekolo ezali na likama pe na koligia te biso na bino lokola tozwa tosangani awa lelo tokokoba se kolamusa baimboka. Oui. Et que peut-on envisager d'autre lorsqu'on sait que la plupart des rebelles, les ex-rebelles, les miliciens qu'on capture ou ceux qui se rendent sont déversés encore dans l'armée? Et lorsqu'ils intègrent l'armée à travers le programme DDR, ils revendiquent des promotions. Est-ce que c'est une forme de récompense pour ceux qui font la guerre dans l'Est? Que peut-on envisager d'autre en dehors de tout cela? Merci Radio Capi. La stratégie militaire. Mais de l'extérieur, nous constatons quand même, c'est que notre ami vient de le relever. Il y a des gens qui ont fait la guerre au Congo, et puis demain, vous les trouvez dans l'armée. Ils ont une promotion assez rapide, alors que les autres autochtones qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas de promotion. Et tout ça, ça crée de frustration
dans la population et aussi dans l'armée. Comment corriger cette situation? C'est assez compliqué, parce que cet acte, en fait, participe à la mise en application du plan de balkanisation. C'est à nous de nous réveiller et de regarder cette réalité en face. Mais quand vous entendez le discours de la classe politique à Kinshasa, c'est à peine si on voit le risque qui est caché derrière cette pratique. Voilà, par ici, messieurs, par ici, juste devant. Forte proportion des casques bleus musulmans dans cette région. Ils ont participé à la construction de plusieurs mosquées. Comment est-ce que les casques bleus musulmans vont combattre les rébellions aussi musulmans, les ADF? Est-ce que vous partagez la même inquiétude? Et puis, vous parlez de l'armée, il y a des infiltrations, c'est un phénomène mondial. Mais dans cette armée et dans les commandements, il y a des officiers sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. Tout pour l'ONU ne peut pas travailler avec eux. Que pensez-vous de cette ambiguïté des choses? Les populations quittent Beni, les Rwandais et Ougandais viennent. Vous avez des précisions sur ces localités occupées par des étrangers? Merci. Merci. Est réel. Et ce que dit Monseigneur Melchisedek Sigouli est vrai. On a capturé beaucoup des adeptes. Vous savez qu'au début, il y avait deux mouvements. Il y avait les adeptes et les Nalou. Les Nalou sont rentrés en Ouganda. Les adeptes d'aujourd'hui, ce ne sont plus exactement les adeptes d'origine. Donc le mot adepte est devenu une sorte de porte-nom qu'on colle à tous ces gens qui ont un plan d'occupation d'un morceau de notre pays. Parmi eux, on a trouvé des Soudanais, on a trouvé des Centrafricains, on a trouvé des gens venant de tous les pays voisins à l'Est. Mais il est vrai que le fondamentalisme islamique qui se fait de par le monde a trouvé là aussi un terrain fertile. Considérons que la terre de Beni Butembo est considérée par les experts comme la partie la plus fertile de la terre du Congo. Donc, il y a de quoi envier cet endroit-là. Le risque d'islamisation, ça c'est vrai. Mais est-ce que la MONUSCO participe à ces risques d'islamisation? Ça, il faut prendre avec prudence. Parce que dans la partie Beni Butembo, je n'ai pas vu de Pakistanais là-bas. Les Pakistanais sont au sud, je crois, la partie Minembwe. Ils sont de ce côté. Mais il est aussi vrai que notre pays, aujourd'hui, fait face à un phénomène d'islamisation planifiée. C'est un plan, non seulement pour le Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Les mosquées poussent partout, même ici à l'ouest, même ici à Kinshasa. Nous avons mené des enquêtes, les mosquées poussent partout. Même là où il n'y a pas de musulmans, on construit des mosquées. C'est un plan qui est parti des pays arabes, comment on appelle ça, le pétrodollar. C'est pour islamiser l'Afrique, c'est leur plan. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique à l'est du pays. Ça se voit peut-être de façon remarquable. Merci. Les militaires sous sanction, évidemment, ça crée beaucoup de, je dirais, d'incompréhension dans la population. Il n'est pas normal que les militaires qui ont été sanctionnés soient toujours dans l'armée et qui reçoivent la promotion. Je crois que cette façon de faire complique même le bon fonctionnement de l'armée. Il est capital que l'autorité du chef d'état-major général soit reconnue et respectée par tous. Mais quand vous avez des militaires qui obéissent à d'autres autorités que le commandement militaire, ça fragilise l'armée. Même nous aussi, comme Église, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi des militaires qui sont sous sanction
et qui ont des dossiers très graves ne rendent pas compte à la justice et qui continuent à recevoir des promotions. C'est incompréhensible. Et cette situation ne fait pas honneur à notre travail. Merci, Excellence. Également en disant que rejeter la MONUSCO, c'est rejeter la communauté internationale. Et que c'est cette communauté internationale que nous suspectons avoir un plan de balkanisation de la RDC. Donc, selon vous, la solution serait d'appeler la MONUSCO à se remettre en cause. Alors, ma question est celle-ci. Pensez-vous que si réellement la communauté internationale a un plan de balkanisation de la RDC, que si à la communauté internationale, je voulais dire, est-ce qu'on doit leur demander de se remettre en cause sous la MONUSCO? Parce que s'ils ont un plan, ils finiront par réaliser ce plan. Ça finira par arriver. Que ça arrive précipitamment, ce plan de balkanisation, ou que ça soit un projet à long terme, ça finirait par arriver. Donc, pensez-vous qu'il serait mieux d'appeler la MONUSCO à se remettre en cause, ou peut-être, à votre avis, vous pouvez proposer une autre solution par rapport à l'insécurité dans l'Est? Merci, Madame. Ces plans, même si c'est voulu par quelques membres de la communauté internationale ou par des pays voisins, ne peut se concrétiser que si nous, Congolais, nous nous prêtons à ces jeux-là. Autrement, ça ne passera pas. La communauté internationale n'a pas une position très claire sur cette situation. Et je crois que si nous, comme Congolais, nous nous prenons en charge, nous commençons à nous pencher sur cette situation de l'Est et en faisant voir à cette fameuse communauté internationale notre désapprobation de ce projet, ça ne se réalisera pas. Et ce qui réconforte beaucoup à l'Est, quand vous parlez avec tout le monde, il n'y a aucun Congolais qui soit en faveur de la balkanisation de son pays. On a divisé la Yougoslavie, on a balkanisé la Yougoslavie parce que le peuple qui habitait la Yougoslavie voulait se séparer les uns des autres. Sinon, la Yougoslavie ne serait pas balkanisée. On a balkanisé le Sud-Soudan, on a balkanisé le Soudan parce que le Sud-Soudan voulait son indépendance. Or, ce sont des réalités que vous ne trouvez nulle part au Congo. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité et ce plan ne peut réussir que si le fils et le fille du Congo jouent le jeu. Au point où nous en sommes, je suis convaincu qu'ils ne réussiront pas ces plans de balkanisation. Il n'y a pas de fatalité. Merci, son éminence. Où vous pouvez dire à la population qui sont les principaux acteurs du plan de balkanisation de la RDC. Ça va beaucoup aider la population. Deuxième question, vous avez évoqué du fait que même la presse ne fait pas très bien son travail en évoquant la situation que vit la RDC donc, par rapport à la guerre. Vous avez demandé qu'on puisse même déclarer qu'en RDC il y a la guerre. Est-ce que cela ne va pas non plus dissuader les investisseurs à venir contribuer aussi pour le développement du pays? Merci. Poser des questions. Il demande si je peux vous citer les principaux acteurs de la balkanisation. Si je les connaissais, je les aurais mentionnés dans ma communication. Moi, je ne les connais pas. Si quelqu'un dans la salle les connaît, il nous rendrait service en décidant. Nous ne connaissons pas qui est derrière, mais nous voyons les œuvres de cet ennemi invisible. Est-ce que la presse doit parler d'une situation de guerre au Congo? Est-ce que cela ne va pas dissuader les investisseurs? Pas du tout. Les investisseurs connaissent très bien la situation du Congo. Et ce sont ces mêmes investisseurs qui sont parfois derrière le désordre à l'est là-bas. Soyons réalistes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des affaires au Congo pendant les périodes troubles que pendant la période de paix. Donc, n'ayez aucun souci de préoccupation pour les investisseurs.
Les investisseurs sont de braves garçons, de braves filles. Ils savent comment trouver leur chemin dans cette situation. D'abord, il n'y a même pas d'investissement au Congo. Maintenant, nous ne parlons pas de la guerre, mais il n'y a pas d'investissement. Le Congo est considéré comme un pays à haut risque pour les investissements. Ceux qui investissent, c'est généralement de façon mafieuse. Ce sont des grands mafieux qui font des affaires au Congo avec la complicité des fils et des filles du Congo qui sont en situation de pouvoir, que ce soit des politiciens ou dans l'armée. Les vrais investisseurs n'investissent pas au Congo d'aujourd'hui. Donc nous avons tout intérêt à regarder la réalité en face, de ne pas nous voiler la face, et que la presse fasse son travail de communication et d'éducation de la population. La réalité que vivent nos compatriotes des Béni Butembo, moi je dirais même qu'il y a aussi des Litouris qui sont aussi dans la situation de l'insécurité. Il y a un adage qui dit on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Pour les cas des Béni Butembo, précisément, je dirais que ça ne brûle pas chez les voisins, mais c'est chez nous que ça brûle, en RDC. Et pensez-vous, ou trouvez-vous, en tant que conseiller aussi du président, puisque vous l'êtes aussi, trouvez-vous que c'est responsable de fêter ou de célébrer l'an 1 de l'alternance qui coûterait aussi 6 millions pendant qu'il y a des compatriotes qui croupissent dans la misère à l'Est? Merci. Merci à la radio SCC. Les 5 prochaines questions tout à l'heure. Normalement, nous devrions plutôt être en deuil dans ce pays. Nous devrions nous considérer comme un peuple, le mot c'est quoi? Nous avons beaucoup fêté. Bonne année. Il y en a qui ont passé la nuit dehors en train de fêter. Il y en a qui sont fatigués aujourd'hui parce qu'ils avaient trop fêté. Donc l'interpellation qu'on peut adresser à la classe politique vaut aussi pour nous tous. Ça vaut pour nous tous. Merci. Les 5 dernières questions. Monsieur, oui. Votre Éminence, c'est Guy de Sable pour le compte de digitalcongo.net. Vous avez évoqué tout à l'heure en répondant à la oui, mais il ne faut pas dédoubler le parti d'autrui. Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Il appartient au président de jouer son rôle et de sécuriser ses partis. Voilà. Je vais revenir un peu sur la question des sanctions des officiers, des sanctions de la communauté internationale. Il y en a qui sont sous sanction mais qui continuent à diriger notamment les opérations de l'Est. Que proposez-vous à leur sujet? Doivent-ils continuer ou ils peuvent laisser? Merci. Une situation pareille. Et ça jette, je dirais, un peu le flou sur l'image même de notre armée et l'image du pays. Il est de l'intérêt de ceux qui gouvernent le pays, en commençant par le chef de l'État, de corriger ces situations qui dénaturent même l'image de notre armée. Voilà. Je vois mademoiselle au fond, là-bas. En pagne, oui. Touché par la guerre. Merci. Aucune autorité, aucun membre du gouvernement qui est allé visiter ces populations du pays. Alors, vous, en tant que cadre de la commission nationale, épiscopale nationale du Congo, CENCO, et vous, en tant que cardinal de notre nation, et cette visite doit être significative sur le plan communicationnel. Et qu'est-ce que la population de Béni peut attendre de votre part? Et on connaît très bien lorsque l'Église catholique s'implique dans une situation, ce qui arrive. Alors, qu'est-ce que la population de Béni peut attendre de votre part en tant que cardinal et dans le cadre de la Sainte-Marie? Merci. Que je sois venu. Parce que le climat, le sentiment général, c'était le sentiment d'abandon. On est humilié. Naturellement, il y a le président, tout comme
certains hommes politiques font les défilés de Béni, mais restent à Béni City, la cité de Béni. Ils ne vont pas vers la zone rouge. Ce qui fait la grande différence, c'est que je suis allé jusque dans la zone rouge. Ce que la population demande, que ce soit de l'Église catholique ou de nous tous ici, c'est de ne pas les oublier. Leur ennemi numéro 1, ce serait l'oubli collectif. Nous ne devons pas les oublier, nous devons continuer à partager leurs souffrances et à les accompagner, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que leur cas soit connu et qu'une solution enfin soit trouvée. Merci à Son Éminence. Par ici, monsieur. Son Éminence, j'ai suivi votre exposé. Vous avez signalé qu'il y a 5 prêtres à présent qui sont disparus à ces atrocités. Maintenant, ma question est celle de savoir quelle est en fait la sécurisation, soit quel est le rôle de l'Église catholique pour assurer la sécurité de nos prêtres qui sont disparus, parce que c'est nos pasteurs. Voilà. Pendant que tout le monde fuit l'insécurité, l'Église catholique est là. Il y a des prêtres, il y a des consacrés qui ont levé l'option de rester à côté de leur peuple, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est le plus beau témoignage que l'Église peut apporter à un peuple aux abois. Parce que ces hommes, ces prêtres qui sont là, dans les paroisses, à Maïmoya, là où nous sommes passés, et nous avons été reçus par les curés, et ces vicaires, c'est les lieux où 3 prêtres ont été enlevés. Ça fait aujourd'hui 3 ans que nous n'avons pas de nouvelles de ces prêtres. Dans le pire des cas, on peut imaginer qu'ils ne sont plus en vie. Dans le pire des cas. Mais tant que nous n'avons pas de preuves de leur mort, nous continuons à espérer. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour sécuriser la population ou le prêtre enlevé? Le travail de sécurisation, ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église n'a pas la mission de sécuriser. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'Église, c'est d'être là, aux côtés du peuple qui souffre. L'Église a une mission de témoignage, être là. Le moment de joie comme dans le moment de souffrance. Et là, de ce côté-là, je suis très fier de l'Église catholique, surtout dans cette partie du pays, qui est là et qui continue à soutenir moralement le peuple qui souffre. De presse des œuvres pontificales missionnaires. Éminence, face à cette situation que vit notre pays, on voudrait que la communauté internationale s'implique davantage. Mais je peux oser dire que la grande famille catholique d'à travers le monde constitue aussi une communauté internationale. Qu'attendez-vous de la grande famille catholique à travers le monde? Et que pensez-vous faire? Quelle manœuvre entreprendre avec les églises, les conférences épiscopales de nos pays voisins? Merci. Merci, c'était la dernière question. Il n'a jamais cessé de parler de la situation de Béni et de prier pour l'Est de notre pays. Dernièrement, il a organisé une grande célébration à la basilique Saint-Pierre pour le Congo, pour l'Est du Congo. Ce qui est quand même une situation exceptionnelle qu'un pape organise une messe spécialement pour un pays comme nous avions eu. Et le comble de bonheur, il a célébré en rite zaïrois. C'est dire combien la situation de notre pays préoccupe le souverain pontife, qui est l'autorité suprême de l'Église catholique.
Si le pape est préoccupé par cette situation, soyez-en sûrs, c'est l'ensemble de la communauté catholique. Notre rôle, c'est de continuer à entretenir cette attention qui est portée sur notre pays. Et à travers Radio Vatican, qui était aussi mise à contribution, je crois que l'ensemble de la communauté catholique est informée. Le travail que nous avons à faire désormais, c'est de continuer le plaidoyer, la sensibilisation, pas seulement au niveau de l'Église catholique, mais avec les églises sœurs, les protestants, les cubanistes qui sont ici, même le musulman. Je peux vous rappeler, au mois d'octobre, nous avions organisé une grande réunion à Genève avec le Congo et le pays voisin, y compris le Rwanda, Burundi, l'Ouganda, la Centrafrique, Soudan du Sud, Angola, la Tanzanie, pour voir comment nous pouvons porter ces messages de paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, c'était l'Église catholique de tous ces pays, le protestant, le musulman et les autres confessions religieuses qui se trouvent là, parce que nous estimons que c'est notre rôle de porter la bonne parole de paix et de sensibilisation pour que les communautés de cette sous-région puissent enfin vivre en paix et dans un sentiment de fraternité générale. Nous faisons notre travail et nous allons continuer. Au niveau du Congo, nous avons déjà commencé avec le protestant, globalement, les cubanistes un peu, parce que les cubanistes ne sont pas toujours très portés vers les questions sociopolitiques. Ce n'est pas dans leur tradition, mais on les implique, parce que si on se met ensemble, on devient plus fort. Et par cette réponse de son d'avoir répondu présent à cette invitation à la conférence que nous venons de tenir. Nous remercions également tous les frères et toutes les sœurs ici présents pour votre participation à cette conférence de presse. Tous nos remerciements vont vers Tada Cardinal pour sa disponibilité et pour la pertinence des réponses qu'il a pu apporter à nos différentes questions. Nous avons quelques annonces qui concernent d'abord, mesdames et messieurs de la presse. Il y a une liste qui circule et nous vous demandons d'inscrire votre nom et le nom de votre agence de presse sur cette liste-là. Vous pouvez aussi contacter Madame Ngandou Meta pour ce service-là, ou Monsieur Charlie de Notre-Dame du Congo. Son éminence, Fridolin Cardinal Ambongo, célébrera une messe en l'occasion des chants des vœux pour l'année nouvelle qui commence, et la messe. À Dieu, par l'intercession de Marie, qui est la mère de Dieu, Marie, qui est la mère de la paix et la mère, la patronne de notre pays, le Congo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né dans notre monde, qui est né dans nos cœurs, qu'il vous transforme, qu'il fasse de vous des agents de paix, des agents de réconciliation entre les hommes, entre les femmes, afin que notre monde, afin que notre pays, le Congo, particulièrement dans sa partie Est, puisse connaître la vraie paix qui vient de Dieu. Que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans nos familles, que la paix règne dans nos cœurs, et que ce Dieu lui-même soit avec chacune de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Merci et allez dans la paix du Christ. Audio Jungle.